Chapitre 20. L'art de l'opéra de Pékin. Pour grand nombre d'étrangers, la découverte de la culture chinoise a commencé par les restaurants chinois présents aux quatre coins de la planète. Ils ont ainsi découvert que la Chine était un pays de la gastronomie. La deuxième découverte à propos de la Chine a sans doute été l'opéra de Pékin. Les masques des personnages que l'on voit dans diverses occasions sont devenus un symbole de la culture chinoise. Dans de nombreux pays, ces masques ont figuré sur des grandes affiches lors de manifestations culturelles consacrées à la Chine. Il faut reconnaître que l'opéra de Pékin fait partie des incontournables pour bien connaître la culture chinoise. La fascination du visage peint. La scène de l'opéra de Pékin est un lieu de rencontre haut en couleurs où des coloris aussi vifs que variés se mesurent et rivalisent. Après le costume, c'est le visage peint des personnages qui anime la scène et crée l'ambiance. À la différence du masque, le visage peint, particularité de l'opéra de Pékin, est un maquillage réalisé avec soin et en fonction des rôles. Le visage peint fait appel à une large gamme de couleurs, le rouge, le blanc, le jaune, le noir, le bleu, le vert, le pourpre, le rose, le gris, le mauve, le doré, l'argenté. Les teintes sont vives et exubérantes. Le maquillage du visage s'applique principalement aux deux catégories de personnages. Le Tsing, appelé aussi visage peint, et le Shu, sorte de clown ou rôle comique. Il est utilisé dans deux buts principaux. Le premier est d'informer le spectateur sur l'identité et le caractère du personnage. Le rouge, par exemple, correspond à la loyauté. Le noir est utilisé pour les hommes droits et honnêtes. Le blanc est signe de ruse pernicieuse. Et le carré blanc, appelé en chinois tofu kuai, morceau de caillé de soja, marque les personnages de moindre importance. Le deuxième but du maquillage est d'indiquer la qualité morale des personnages. Respectable, détestable, noble ou ridicule. En dehors de ce rôle utilitaire, le maquillage du visage est en lui-même une belle œuvre, tant par sa coloration que par ses dessins et mérite d'être apprécié indépendamment en tant que forme d'art. Le pavillon peint sur le visage de Zhang Fei, général de guerre d'un grand répertoire, décrit bien le tempérament du personnage tout en étant un chef-d'œuvre. Aujourd'hui, le visage peint de l'opéra de Pékin est une source d'inspiration pour beaucoup d'autres arts populaires, comme le cerf-volant, la statuette de farine ou de terre cuite, la tapisserie. Et son usage est fréquent sur les affiches publicitaires, dans les médias également, mais aussi dans la mode qu'il l'emprunte pour sa conception. Un spectacle de chant, de paroles, de danse et de combat. Dans le langage des Chinois, aller au théâtre ne signifie pas seulement aller assister à la représentation d'une pièce de théâtre, mais également au spectacle d'un opéra de Pékin ou d'autres opéras régionaux nombreux et variés. Alors que signifie au juste le mot chinois « shi » traduit couramment par « théâtre ». Il s'agit rarement en effet d'une pièce écrite avec des dialogues et une intrigue, mais le plus souvent d'un espace figuratif où l'histoire et les émotions communiquent. La théâtralité ou l'univers figuratif de l'opéra de Pékin a besoin du scénario, de l'histoire qu'il fournit, mais la performance des acteurs a une plus grande importance encore. Dans le processus créatif de sa théâtrabilité, l'histoire ne sert que de cadre ou de contexte, tandis que l'interprétation des acteurs, lui, procure sa vitalité et toute sa fascination. C'est pourquoi Mei Lanfang, un des plus grands acteurs dans l'histoire de l'opéra de Pékin, affirme que celui-ci se caractérise par le rôle central des acteurs. Les chanteurs d'opéra sont les inventeurs à part entière des images scéniques. Ils endossent la théâtrabilité, comme dit l'expression populaire. L'interprétation des chanteurs est multiple. Leurs principaux moyens se résument en 4 mots : chant, parole, danse et combat. Ces 4 domaines englobent toutes les exigences d'un spectacle de variété. Le chant vient en première position, car l'opéra de Pékin est d'abord un spectacle musical.
Chaque répertoire contient des morceaux de chant devenus classiques et connus de tout public. La subtilité vocale des airs représente le fait de cet art dramatique et un profane insensible à cette subtilité aura du mal à pénétrer le charme de cet opéra. La parole correspond à la récitation de monologues ou de dialogues utilisés dans la pièce pour la narration. Comme le chant, la récitation exige un travail vocal qui transmet l'émotion. La danse et le combat relèvent du langage corporel pour extérioriser le monde intérieur des personnages et ainsi créer l'ambiance. À part la danse proprement dite, en solo ou en groupe, cette catégorie inclut aussi la gestuelle, le regard et l'imitation gracieuse des gestes de la vie quotidienne. Le combat peut être assimilé à une adaptation chorégraphique des arts martiaux et de l'acrobatie. Il sert à représenter les conflits corporels ou la guerre. L'opéra de Pékin étant un art de mime dans un décor virtuel, la danse et le combat disposent d'un vaste champ d'exercice. Dans Le Bracelet de Jade, un des répertoires célèbres, la jeune fille Sun Yun Jiao et un jeune lettré tombent amoureux l'un de l'autre dès leur première rencontre. Sur scène, leurs regards se croisent et ne se séparent plus, comme s'ils étaient attachés par un fil invisible. Avec sa pipe, la marieuse Liu attrape le fil dans le vide, le tire vers le bas, puis relâche pour le faire rebondir et les yeux des jeunes amoureux se baissent et se relèvent en parfaite synchronisation, faisant croire à l'existence de ce fil imaginaire. Leur jeu produit un effet captivant. La danse et le combat, servant la mise en scène de l'ensemble, possèdent leur propre intérêt artistique et technique. Dans Adieu ma concubine, la danse à l'épée de la concubine Yu, interprétée par Mei Linfang, est elle-même une œuvre d'art qui enchante le public. Certains mouvements de danse et de combat sont spectaculaires et d'une grande difficulté technique. Leur exécution est considérée comme une performance unique. Dans une pièce d'opéra, le chant, la parole, la danse et le combat incombent souvent à un ou deux acteurs principaux. Ces acteurs sont appelés Chua, c'est-à-dire rôle, et les plus célèbres d'entre eux, Ming Chua, rôle de renom. La création de l'univers figuratif est essentiellement liée à l'interprétation de ces stars. C'est là l'une des grandes différences entre l'opéra de Pékin et d'autres spectacles de chant. Un personnage de Shakespeare, comme Hamlet, peut être joué par n'importe quel acteur, alors que l'univers sur scène reste toujours shakespearien. Dans l'opéra de Pékin, en revanche, les répertoires comme Adieu ma concubine, L'ivresse de l'impératrice et Yu Zhu Feng éternisent un univers de l'acteur-interprète, Mei Linfang. Shakespeare est mort, mais son monde demeure, tandis que la disparition de Mei Linfang a entraîné avec elle celle d'un univers et d'un charme qui lui étaient propres. On comprendra mieux dès lors cette déclaration. L'opéra de Pékin est un art d'acteur. Au cours de son histoire, de plus de 200 ans, beaucoup d'autres artistes ont contribué aussi à prouver que c'était là l'un des secrets de l'opéra de Pékin. Les merveilles du virtuel. L'art du virtuel est l'une des particularités de l'opéra de Pékin. Il se manifeste sur deux plans, la gestuelle et le décor. Les gestes sont virtuels quand ils sont exécutés sans instrument. Pour signifier un voyage à cheval, l'animal n'apparaît jamais sur scène. L'acteur est muni d'une simple cravache et exécute un tour en trottinant et en faisant mine de fouetter sa monture et de tirer les rênes. Lorsqu'il navigue, l'acteur n'a ni eau ni bateau, son seul accessoire étant une rame qu'il manipule pour faire semblant de faire avancer son embarcation. Le décor de l'opéra de Pékin est très simple. Le plus souvent, juste une table et deux chaises. La table peut ainsi devenir un lit lorsque l'acteur s'allonge dessus et met un bras sous la tête. Elle se transforme en terrasse de forteresse quand le personnage se lève et porte son regard au loin. Le décor se transforme au gré du jeu de l'acteur, qui crée l'espace théâtral pour les spectateurs.
L'art du virtuel met en évidence l'interprétation de l'artiste. Il permet à ceux qui le regardent de mieux découvrir le riche contenu de son jeu et d'y trouver plus de plaisir. Pour vous en convaincre, nous allons vous donner 2 exemples issus l'un et l'autre de répertoires très connus. Le premier est un extrait de la pièce « À la croisée des chemins ». C'est une scène de combat qui oppose un guerrier et un aubergiste. Dans sa poursuite pour protéger un héros captif, le guerrier Ren Tongui arrive dans une auberge. Le maître du lieu, honnête et loyal, le soupçonne de vouloir tuer le héros, d'où la lutte qui les oppose. Le combat se déroule sur une scène pourtant bien éclairée, mais le public croit se trouver dans la plus profonde obscurité grâce aux prouesses des 2 acteurs. Ils frappent dans le vide et leur sabre passe à quelques centimètres du nez de l'adversaire, qui ne se doute de rien, tout en causant quelques frissons. Leur jeu amuse le public et comporte une touche d'humour. Le deuxième exemple est tiré de La Rivière d'automne. C'était à l'origine une œuvre de l'opéra de Sichuan, adaptée pour l'Opéra de Pékin. Une jeune taoïste, Shen Miaocheng, quitte le monastère et s'empresse de rattraper son bien-aimé, Pan Bizheng. Arrivée à un fleuve, elle supplie le vieux batelier de la conduire jusqu'à Pan. Il y a sur scène ni fleuve ni barque. Mais grâce au jeu des acteurs, le public ne doute pas un seul instant de la présence d'un bateau flottant au gré des flots. Shen a hâte d'arriver, mais le vieil homme, lent et mesuré, lui pose question sur question et son esprit taquin ne cesse de faire rire les spectateurs. Le prodige de l'art du virtuel est qu'il laisse aux acteurs le champ libre pour s'inventer au gré de leurs inspirations, inventer un univers plein de charme. Quel intérêt y aurait-il à ce que le combat dans « À la croisée des chemins » se déroule sur une scène réellement noire ou qu'un bateau authentique vienne compléter le décor de « La rivière d'automne » ? La vénération des grands acteurs. Dans le milieu traditionnel des amateurs de l'opéra de Pékin circule une expression. Quand on va au spectacle, c'est pour voir les acteurs. Quand on écoute un opéra, c'est pour entendre les chanteurs. Ces phrases révèlent un phénomène particulier de l'appréciation de l'opéra de Pékin. L'origine de ce phénomène est le processus de création des images scéniques qui lui est propre. Lorsqu'un spectateur entre au théâtre de l'opéra de Pékin, il ne s'attend pas seulement à voir une pièce, mais aussi et surtout à voir jouer une pièce. Car pour un amateur, la pièce, c'est-à-dire les images scéniques, n'existe que lorsqu'elle est jouée et elle a là tout son intérêt, tout son charme. En effet, son intérêt et son charme résident dans le chant, la parole, la danse et le combat de ses interprètes. Pendant la représentation, le spectateur ne voit pas seulement les personnages qu'il connaisse par cœur, mais aussi les acteurs. Mei Lanfang, Ge Jiaotian, Yuan Xiai. Il n'oublie pas une seconde que ce sont eux qui se trouvent derrière les personnages. Ce sont ces acteurs, et en particulier les plus célèbres d'entre eux, ceux qui sont venus admirer. Cette constatation explique qu'on ne va au théâtre que pour voir les acteurs. Il nous est maintenant plus aisé de comprendre pourquoi les amateurs disent « plus on connaît un répertoire, plus on aime le revoir ». Au cinéma, le public n'a généralement guère envie de revoir un film, et quand bien même le ferait-il, ils éprouveraient rarement le même plaisir, la même émotion. Ce qui n'est pas le cas pour l'opéra de Pékin. Pour un spectateur qui connaît bien la pièce, les intrigues et le décor passent au second plan. Il s'efface pour laisser son intention se concentrer sur l'interprétation des rôles, afin de mieux appréhender et de savourer pleinement tout le charme contenu dans le jeu des acteurs. Le deuxième trait particulier de la réception de l'opéra de Pékin est qu'un spectateur avisé est capable de juger la technique et l'art de l'acteur par certains détails de son interprétation. Une phrase chantée, un mouvement exécuté peuvent faire exploser des applaudissements et des cris d'encouragement. Les spectateurs au cinéma ou au théâtre n'ont généralement pas ce genre de réaction, car ils n'y voient que des comportements bons ou mauvais, des personnages de fiction.
Ceux de l'Opéra de Pékin regardent quant à eux aussi bien les personnages que les acteurs et ils sont très attentifs à la performance technique et artistique. Le célèbre dramaturge Brecht a dit « Quand nous regardons le jeu d'un acteur chinois, nous voyons au moins 3 rôles, c'est-à-dire celui de l'interprète et 2 autres, celui des interprétés. » L'interprète, c'est l'acteur. Les interprétés, ce sont l'acteur jouant sur scène et le personnage qu'il incarne. Brecht a saisi un point essentiel de cet art en voyant dans l'Opéra de Pékin une double interprétation. Celle-ci donne la possibilité d'apprécier un spectacle sous des angles différents. Certains attachent une grande importance à l'ensemble dramatique, avec comme point central les personnages. Certains autres préfèrent savourer la performance technique et artistique des acteurs, d'où la pratique d'assister au spectacle les yeux fermés. D'autres, plus nombreux sans doute, balancent entre ces 2 pôles et goûtent à un plaisir partagé sur les 2 plans. Mei Lanfang, grand artiste de l'Opéra de Pékin. L'Opéra de Pékin a vu dans son histoire plusieurs générations d'acteurs célèbres. Certains sont devenus de grands maîtres. Mei Lanfang, de 1894 à 1961, fut sans aucun doute l'un des plus représentatifs parmi eux. Mei Lanfang était chanteur de dame, un rôle de femme. Il faisait partie des 4 dames les plus célèbres de l'histoire de l'Opéra de Pékin, avec Sheng Yuanqiu, Sheng Xiaoyun et Sun Weisheng. Le timbre de sa voix était clair et doux. Son visage, aux traits réguliers, possédait toutes les qualités enviables pour un rôle de femme. Les différentes danses et autres combats qu'il exécutait étaient aussi remarquables que son image sur scène, splendide et éblouissante, tout en restant naturelle. Il représentait le sommet de l'interprétation de Dan jouée par un homme. Mei Lanfang fut aussi un rénovateur de l'Opéra de Pékin. Il fut à l'origine de nombreux types de chants nouveaux et introduisit même la mime issue de l'opéra Kun, des mouvements du corps, des pas de danse et le jeu scénique pour créer ensuite toute une série de chorégraphies très variées. La danse du ruban de soie, la danse de l'épée, la danse de l'assiette, la danse des manches ondulantes, la danse de l'époussette et la danse des plumes. C'est aussi grâce à son initiative que l'instrument erhu, sorte de violon à 2 cordes, fut utilisé à côté du qinghu, violon de Pékin, pour accompagner le chant des Dan. Son innovation porta aussi sur d'autres éléments de l'opéra comme le maquillage, la couronne et le costume. Les rôles qu'il incarnait rendirent célèbres les répertoires comme L'ivresse de l'impératrice, Adieu ma concubine, Lu Zhou Feng et Mu Ying, femme générale. Éblouissant sur scène, Mei Lanfang incarne la beauté parfaite par son image, son costume, sa danse, sa gestuelle et son chant. L'impératrice, ivre qu'il faisait vivre sur scène, montre bien son état d'ivresse tout en restant belle et gracieuse. Et l'héroïne de Yu Shu Feng, qui feint la folie, ne perd rien de son charme et de sa séduction malgré son apparente folie. Les interprétations de Mei Lanfang font ressortir sous tous leurs aspects les idéaux esthétiques de la Chine ancienne et elles gardent une beauté éternelle, lui-même restant à jamais un grand maître de l'Opéra de Pékin. De son vivant, Mei Lanfang effectua des tournées à la tête de sa troupe en Amérique, en Europe, au Japon et dans beaucoup d'autres pays, contribuant ainsi largement à la réputation internationale de l'Opéra de Pékin.